Bonjour à toutes et à tous, je suis Mathieu alias Bambichon et merci d'avoir transplané avec nous dans ce 13e épisode du Pince Crâne. Oui je sais, c'est encore moi mais ne vous inquiétez pas, pour le prochain épisode je vous rends Nox. Aujourd'hui avec mes deux délicieux invités, nous allons aborder le sujet du hasard, des superstitions et comme d'habitude pas mal de hors-sujets. Alors sans plus attendre, on détape ses lampes, on pioche, c'est parti. Rebonjour à tous et merci d'avoir transplané avec nous dans ce 13e épisode du Pince Crâne. Je suis Bambi et aujourd'hui avec mes deux invités nous allons discuter, analyser et débattre sur votre pire ennemi dans Magic, la Némésis que vous avez tous affronté dans une partie et qui gagnera à tous les coups une fois sur 10, j'ai nommé le hasard. Mais avant ça, laissez-moi vous présenter mes deux invités. Tout d'abord, nous avons l'homme qui vous chante son deck, un brawler hors pair et un pirate qui sait danser, j'ai nommé le formidable Skull. Salut Skull. Salut Bambi, merci pour l'invitation, ça me fait très plaisir d'être ici ce soir. Bah, ça me fait très plaisir de t'avoir aussi. De l'autre côté, un homme pour qui Magic rime avec Jeskai, un fan incontesté de The Rock et le roi de la proxy douteuse, je vous présente le délicieux Théophrase Mivrage. Salut Théophrase. Et salut Bambi, et salut à tous nos auditeurs. Un grand plaisir d'être invité ici. Eh ben c'est un plaisir partagé. Avant de commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu? Oui, je commence. Comme vous voulez. Je pense qu'il y a des trucs plus intéressants. Ta carrière est plus intéressante que la mienne. Oh là là. Clairement. Allez, ça commence. Donc je suis Skull, j'ai une chaîne YouTube et une chaîne Twitch depuis pas très longtemps. Et en gros, je me spécialise principalement dans les formats Brawl et Brawl historique. Parce qu'en fait, quand j'ai commencé Magic, ces formats sont sortis à peu près au même moment. Ils étaient pas chers, j'avais pas trop d'argent. Du coup, bah, ça a bien collé entre nous. Et puisque bah, personne presque sur la scène francophone ne faisait de contenu dans ces formats, je me suis dit que bah, il fallait que quelqu'un le fasse. Et puis pourquoi pas moi, parce que je suis aussi un tryharder et du coup je l'aborde, c'est vrai, un peu plus pour le côté compétitif alors qu'il est plutôt supposément casual. Mais bon, j'aime bien ça et puis il y a pas mal de gens qui aiment bien ça aussi et du coup on a pu créer une petite communauté de joueurs qui jouent maintenant en brawl historique compétitif et c'est super cool. Est-ce que tu peux nous rappeler rapidement quelles sont les spécificités du Brawl? Alors, c'est un format qui est un peu comme le Commander dans les règles, c'est-à-dire qu'en gros, c'est du singleton et tu as une carte en général tu commences le début de la partie avec ça dans ta command zone. Sauf que, à la différence du Commander, on a le droit, nous, de mettre les Planeswalkers en plus des créatures légendaires dans la zone de commandement. On n'a également pas le même nombre de PV, vu qu'en Brawl, c'est en 25 PV, que ce soit Brawl ou Brawl historique. En gros, il y a une format Brawl qui est du Brawl standard, où en fait on utilise le pool de cartes de standard avec les rotations et compagnie, les mêmes qu'en standard, et on joue avec des decks de 59 cartes plus le commandant, et le format Brawl historique qui permet d'utiliser toutes les cartes qui existent sur Magic Arena, et qui cette fois se joue comme le commandeur en 99 cartes plus le commandant. Et c'est évidemment un format qui ne se joue que en 1 contre 1, parce qu'on est limité par MTG Arena. Oui, alors c'est un format qui est supposé pouvoir se jouer aussi en papier, le Brawl standard, mais c'est vrai que c'est un peu mort partout ailleurs que sur Magic Arena. Ça roule. Disons que quand tu as le choix entre jouer au brawl et jouer en commandeur, le choix est assez vite fait. Après, ça dépend. Pour les débutants, ça peut être plus sympa de faire du brawl parce que tu achètes tes petits boosters dès l'extension récente et tu peux directement te monter un deck. C'est vrai, c'est vrai. C'est un Mais bon c'est Les, vrai argument. que quand on commence à jouer depuis 2 3 ans, bah, on a envie de jouer en commandeur, quoi. les cartes des préconstruits commandeurs sont pas légales en Brawl et en Brawl historique. Alors, non, elles sont pas légales en brawl et en brawl historique. Mais c'est un peu bizarre parce qu'en fait, sur Magic Arena, ils ont mis des cartes qui sont légales en Brawl, qui sont pas légales en standard, mais légales en Brawl standard, mais seulement sur Arena, mais pas en papier. Il y a même des cartes qui sont légales sur Arena en Brawl qui n'existent même pas en papier. Enfin, c'est un peu le bazar ce format. Il est à la fois géré et à la fois pas géré par Wizard. C'est vrai que on a un peu du mal à s'y retrouver. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être un peu bizarres dans les règles et qui sont pas très cohérentes. Mais bon, c'est pas très grave. Ok, ça a l'air d'être très, très très organisé. Ah, du coup, on peut te retrouver sur YouTube, sur Twitch, peut-être sur Facebook, Twitter. Sur Facebook, sur Twitter principalement, c'est vrai que j'ai pas de page Facebook. Je suis plutôt dans les groupes qui existent déjà, genre Magic Règles Astuces, où j'étais assez actif à une époque. Et sur le groupe de Guillaume Bordès, Magic Arena FR francophone. Ok, ça marche. Bah écoute, je mettrai tout un tas de liens dans la description pour les petits curieux. Euh, Comme ça, ils pourront aller voir ce que tu fais. Et toi, Théophrase, qui es-tu? Moi, je suis quelqu'un et c'est déjà pas mal.
Du coup, non, moi je suis un joueur de Magic, où j'ai commencé très tôt, fait une très grosse pause et repris à peu près à l'époque, de Ixalan Ravnica, je dirais. Donc assez récemment. Finalement, j'ai repris grâce à Arena quand ça s'est remis, puis finalement, j'ai sauté le pas, je suis retourné sur le papier et je suis devenu rapidement un joueur de commandeur, puis de commandeur compétitif, puis, de pas grand-chose maintenant vu que j'ai plus trop le temps et voilà. Après, j'aime bien Magic, pour tout plein de raisons et notamment aussi pour le petit aspect créatif, comme tu le disais dans ma présentation, faire des proxys douteux, c'est un peu ma grande passion. Tu m'en enverras et j'en mettrai quelques-uns à l'écran pour les petits chanceux qui sont sur YouTube. Ah bah si tu veux, ça fait Euh, toujours plaisir, on se régale. et il paraîtrait aussi que tu as joué à un jeu défendu pendant beaucoup d'années qui maintenant n'existe plus. Bah oui, exactement. C'est vrai que moi, à l'époque, de ma triste adolescence, on va dire, triste, enfin pas tant que ça, mais j'ai rapidement abandonné Magic en fait pour un autre TCG, la légende des 5 anneaux, L5R, The Legend of the Five Ring pour nos amis anglophones, qui était finalement un TCG un peu comme Magic, mais avec plein de points différents et que je trouvais bien plus profond et compliqué et qui malheureusement n'a pas su trouver son public périn, on va dire, et a connu plusieurs moutures et a fini par disparaître il y a quelques mois, à notre plus grand regret. Mais ne t'inquiète pas, il y a Neon Kamigawa qui arrive. Tu vas pouvoir te retrouver un petit peu là-dedans, j'espère en Un tout petit cas. peu, Un tout tout petit petit peu. peu. Ouais, un J'espère qu'il tout y aura petit des peu. moines voilà. Des moines ninja, ça sera parfait. Yes, ça marche. Ok, avant de débuter, j'aimerais revenir sur deux points d'actualité qui ont frappé les sphères du Commander et du Duel Commander. Je sais que j'ai pas trop l'habitude de parler du Duel Commander, mais pour le sujet, ça m'a paru pertinent. Alors on va commencer par l'annonce du 13 septembre. Golos Pèlerin Infatigable est banni à partir de dorénavant en Commander Multi et ils ont eu la délicieuse idée de déban Monde Feu. Alors, pour ceux qui ne sont pas sur YouTube, je vais rappeler rapidement ce que font Golos et Monde Feu. Golos est une créature légendaire qui coûte 5 mana générique. C'est une créature artefact légendaire de type éclaireur. Quand il arrive sur le champ de bataille, vous pouvez chercher une carte de terrain dans votre bibliothèque et la mettre sur le champ de bataille engagé et ensuite mélanger votre bibliothèque. Il a également une autre capacité activée. Vous pouvez payer 2 plus Wooburg, donc un mana de chaque couleur, exiler les 3 cartes dessus de la bibliothèque et vous pouvez les jouer ce tour-ci sans payer leur coût de mana. Accessoirement, c'est une 3/5. Et ensuite, Monde Feu, c'est un rituel rouge qui coûte 6 et 3 rouges, donc 9 mana au total, et qui dit exiler tous les permanents, exiler toutes les cartes des mains et des cimetières, et le total de points de vie de chaque joueur devient 1. Alors, avant de vous demander votre avis, je vais vous donner les raisons qui ont été énoncées par le comité de pourquoi est-ce que Golos a été ban et pourquoi est-ce que Monde Feu a été déban. Je me permets une petite traduction et une petite paraphrase par rapport à ce qui a été dit. Golos a toujours été un commandant suscitant la discussion, étant à la fois très populaire comme deck à jouer et très impopulaire à jouer contre. Il y a beaucoup de problèmes avec cette carte, mais le plus important est que dans les tiers bas et moyens, étant ceux pour lesquels la baliste existe, Golos est tout simplement un meilleur choix en tant que tête de liste pour tous les decks qui ne sont pas centrés sur le commandant. Ainsi, sa présence écrase la diversité que nous voulons promouvoir pour le format. Pour ce qui est de Monde Feu, le comité souhaite encourager un environnement où des sorts à 8 ou 9 sont viables et peuvent apparaître en partie. À la différence de Victoire de la Coalition et Biorhythme, qui restent selon nous problématiques dans cet environnement, les efforts requis pour faire fonctionner Monde Feu nous font supposer que cela ne sera pas un problème. Il existe d'autres alternatives moins chères dans le format, nous sommes persuadés que le contrat social et de solides discussions pré-game garderont Monde Feu en dehors des parties où elle n'a pas sa place. Qu'est-ce que vous en pensez de ces petites annonces? Ouais, bah écoute, moi je suis assez d'accord avec eux sur les raisons du ban de Golos. En tout cas, elles sont compréhensibles, puisque bon, Golos, on va pas se mentir, j'en ai vraiment affronté pas mal des Golos optimisés, des Golos beaucoup moins optimisés. Et finalement, les plus chiants à jouer contre, c'était effectivement pas les Golos optimisés, mais ceux qui étaient sur des power level plus bas, où en fait la capacité passive de Golos qui remboursait déjà la moitié de sa taxe de commandant si jamais il se faisait gérer, c'était insupportable. Puisque quand tu joues des decks de faible power level, tu prends pas toujours la peine de mettre autant de removal que tu devrais et autant de gestion que tu devrais, ce qui fait que tout ce qui cheat un peu la commande taxe,
c'est une horreur en fait dans ces niveaux-là. Et après, et que cette capacité ensuite qu'il a à vomir réellement de la menace sur menace, bah c'est trop compliqué. Après, ce qui est un peu dommage, c'est que bah, Golos, bien que ça soit un commandant très générique, il donnait aussi beaucoup de diversité, étant donné que, par contre, pour le coup, je peux pas dire que j'ai déjà affronté un deck Golos qui ressemblait à un autre deck Golos, quoi. Chaque Golos était unique, avait sa propre stratégie et tout ça, ce qui fait que c'est un peu... À la fois, je comprends l'argument qu'il n'y avait pas assez de diversité à cause de Golos, et à la fois, Golos en lui-même était une diversité, quoi, on va dire. Ce qui est un peu dommage au final aussi, dans ce ban. Mais voilà. En tout cas, sur Golos. Après, sur la grosse carte rouge, dont j'ai déjà oublié le nom, bah, c'est vrai qu'on est, je pense, à une période où le power creep est tellement haut qu'une carte aussi chère, en mono rouge surtout, bah, c'est plus si impactant que ça et on peut se permettre de la déban sans que ça casse pour autant le format, quoi. Je suis même pas sûr qu'au final ça sera vraiment beaucoup joué, vu que bah, ça reste très très moyen. Du coup, bah, moi j'ai beaucoup aussi entendu parler de Golos, notamment parce que en Brawl historique aussi, la communauté réclame sa tête depuis, je dirais presque un an et demi. Et il a été débanni récemment par Wizard parce que en gros ils ont mis en place un espèce d'algorithme qui font que quand tu joues Golos, ils font s'affronter tous les Golos entre eux en gros. Et en fait, c'est vrai que le deck est, et c'est exactement comme l'a bien précisé l'annonce. Il n'est pas trop fort dans une optique compétitive, mais il est trop fort dans une optique casual, parce qu'en fait, le commandant lisse tous les défauts de deck building presque. En gros, le problème de Golos, c'est que c'est un deck pentacolore, donc tu peux jouer littéralement n'importe quoi dedans. Donc n'importe quelle stratégie, ce commandant va être viable dedans. Et surtout depuis l'apparition de l'arbre monde dans Kaldheim, c'est là que j'ai trouvé que vraiment c'est devenu un problème, parce qu'en fait, Golos peut juste en posant le commandant fixer l'entièreté de ta banne à base comme ça, dans un claquement de doigts, parce qu'en plus il nécessite que de l'incolore à lancer. On peut littéralement jouer un deck pentacolore avec uniquement des landes basiques, une mana base complètement éclatée, juste un arbre monde, et en fait tu vas pouvoir du coup de manière très consistante au tour 5, 6, 7 pouvoir lancer des sorts que normalement tu ne pourrais pas lancer dans un deck pentacolore, des ultimatums, des trucs qui coûtent 7 mana colorés, des machins comme ça. Et en fait, ouais, il corrige ça. Il corrige aussi les problèmes de curve, qui fait que bah, si tu as des cartes qui coûtent trop cher, bah, en fait, tu peux juste poser Golos, du coup aller chercher ton terrain. Si Golos se fait gérer, tu peux juste reposer Golos et faire ça à l'infini jusqu'à ramper suffisamment pour pouvoir lancer tes gros tons. Et si Golos se fait pas gérer, bah, tu peux juste activer la capacité de Golos immédiatement sur la curve après avoir posé Golos et du coup lancer tes cartes trop chères gratuitement. Donc en fait, vraiment, tu peux ne respecter aucun principe de deck building, faire des decks vraiment n'importe comment, des piles complètement aléatoires et en fait avoir un deck qui se transforme en deck super puissant juste parce que le commandant lisse tous les défauts que peut avoir un deck casual. Après, pour ce qui est de Monde Feu, j'avoue que j'ai jamais vu la carte tourner, parce que comme elle était bannie, en fait, je l'ai jamais vu exactement ce qu'elle fait. Elle n'est pas jouée dans d'autres formats. Donc j'ai juste l'impression que c'est une roulette russe où en gros tu joues la carte et puis ensuite c'est au premier qui chope de quoi mettre un dégât et puis qui va gagner la partie, quoi. Donc j'ai pas vraiment d'avis sur celle-là. C'est vrai que Golos, je pense que dans une optique, je pense notamment au Brawl, ou en tout cas dans les formats 1 contre 1, c'est quelque chose qui peut être très oppressant en fait. Et comme tu l'as très bien souligné, Skull, en fait, le deck building, il a peu d'importance, que de toute façon, tu sais que tu pourras aller, tu sais que tu pourras Ouais, toujours il corriger va en ta. lisser tous les défauts à lui tout seul, en fait. Ouais, c'est ça. Moi, en tout cas, c'est un général, depuis qu'il existe, je peux pas le voir. Il m'énerve. La seule version du commandant que j'ai trouvée intéressante, je vais mettre des grosses guillemets, mais c'était Golo Sport. Je trouvais ça rigolo dans l'idée de jouer Golo Sport et d'avoir ta seule Mm. wincon qui est la fin du labyrinthe. Mais sinon, c'est un général qui n'a absolument aucun intérêt. Et puis en plus, il est 5 couleurs, donc tu mets ce que tu veux dedans. J'ai vu passer des dizaines de listes de Golos, que ce soit des Golos Super Friends, euh, des Golos, Le fameux. ouais, les fameux, des Golos poubelles avec dedans tous les gros sorts splashy. En fait, ce qui m'embêtait aussi, c'est que c'était un. Enfin, après, moi j'ai un avis très tranché sur les généraux 5 couleurs en général, mais surtout celui-là, c'était un peu le général de la facilité ou le général du débutant aussi, où tu dis ah bah oh, je viens de commencer le commandeur et j'ai Golos, bah je vais monter Golos et puis je vais mettre toutes les bonnes cartes que j'ai et puis voilà. Et le pire c'est Mm. qu'en fait bah ça marche et je trouve que ça donne des biais de construction de deck en fait qui sont pas bons pour des débutants.
Oui, en fait, si c'est ta meilleure alternative à n'importe quel autre commandant, peu importe la stratégie que tu vas essayer de monter, bah, c'est un problème. C'était comment dire, la tour du commandement qui avait fait une vidéo qui s'appelait 50 nuances de Golos. Et c'est vrai, en fait, tu peux jouer le commandant de toutes les façons possibles. Et bon, personne n'a envie que le méta devienne juste des déclinaisons d'un même commandant. Parce que bah, rien, comme dire, rien au niveau casual ne peut rendre ta stratégie aussi efficace que lui, quoi. C'est ça. Je pense que c'est très bien qu'il soit banni. Je pense que c'est trop tard parce que maintenant il y a beaucoup de gens qui ont ce deck-là et qui vont devoir le démonter, mais c'est pas grave. Ça fera de mal à personne, on va dire. Ils devront trouver des alternatives. Ouais, c'est ça. Alors, on enchaîne avec une nouvelle du 28 septembre 2021 qui nous rapproche plus ou moins de notre sujet. Parmi d'autres annonces, une en particulier a retenu mon attention et c'est le ban de Maléfice Accablant, qui est une carte de préconstruit de Donjons et Dragons. Alors, Maléfice Accablant, c'est un enchantement aura et malédiction qui coûte 1 et 2 rouges, qui a enchanté le joueur. À chaque fois que le joueur enchanté lance un sort non créature, lancez un D6. Le Maléfice Accablant inflige à ce joueur un nombre de blessures égal au résultat. Puis attachez le Maléfice Accablant à un autre de vos adversaires, choisi au hasard. Cette carte a donc été bannie en Duel Commander, et voici ce que pense le comité. Donc pareil, c'est une traduction que j'ai faite moi-même et je me suis permis de paraphraser. Maléfice Accablant fait fortement écho avec des cartes comme Casse-Fiole ou Eidolon de la Grande Révélation, et bien que celle-ci soit légale en Duel Commander, Maléfice Accablant accumule des concepts qui ne la rendent pas juste. Premièrement, elle coûte 3. Deuxièmement, elle inflige 3,5 dégâts en moyenne. Troisièmement, son identité colorée est uniquement rouge, la couleur la plus agressive. Quatrièmement, c'est un enchantement, et c'est donc un type de permanent qui est problématique à détruire pour certaines couleurs. Et cinquièmement, les dégâts sont aléatoires et qui peuvent rendre certaines défaites frustrantes. J'ai choisi de vous parler de ça parce que je pense ça va nous permettre de reboucler un petit peu après sur le hasard en général. Qu'est-ce que vous pensez de ce ban et qu'est-ce que vous pensez de la carte en fait, notamment en fait en 1 contre 1 parce qu'en multi, je pense que la carte est relativement fair, elle est assez mignonne, on va dire. Mais en 1 contre 1, du coup, j'aurais aimé avoir votre avis. Pour le coup, en 1 contre 1, je comprends complètement qu'elle soit problématique. Enfin, elle a pas de downside, elle est relativement peu chère et clairement, le nombre de dégâts qu'elle peut infliger, ça paraît complètement énorme. Après, en multi, elle serait potentiellement moins problématique, mais je pense que dans tous les cas, on en reparlera plus tard dans le podcast, mais moi, j'aime pas trop ce genre de carte où, c'est du random, mais du random sur lequel tu prends aucun risque, en fait. Ça va être du random que pour tes adversaires. Toi, quelque part, tu t'en laves les mains, tu as mis ta bombe sur la table et tu es content, quoi. Tu regardes les autres, flipper et j'aime pas ce style de random. Si je veux jouer avec du hasard, c'est le côté un peu, parieur qui parle là, le côté gambler. J'aime jouer high risk, high reward, je veux que ça me pète dans les mains ou que ça fasse tout péter, quoi, mais pas ce genre de truc. Alors moi, du coup, j'ai un avis beaucoup plus, je veux dire, mathématique de la chose. J'avoue que des cartes comme ça, moi, je la considère vraiment comme une carte qui met 3,5 dégâts à chaque fois que on va lancer un sort non créature. Et effectivement, je peux totalement comprendre que ce soit trop pété parce que, en fait, une carte comme ça va très facilement, du coup, statistiquement, te mettre 7 dégâts dans la partie pour un drop 3 qui va être collé à toi. Et en effet, le fait que ce soit un enchantement, enfin, après, je joue pas en duel commander, donc je me rends pas compte à quel point c'est compliqué à gérer un enchantement, mais je sais que en brawl historique, c'est un enfer à gérer, et justement, les enchantements sont très 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 puissants pour cette raison. Et on a d'ailleurs un commandant qui fait partie des meilleurs decks du méta, qui est le pont prismatique. En fait, c'est le premier commandant qui est un enchantement qu'on peut jouer. Et bien que il est un power level assez faible parce qu'en fait, au moment où tu le poses, tu fais rien. Tu vas payer 5 mana pour faire strictement rien, donc c'est censé être très très mauvais. Et en fait, c'est tellement compliqué à casser un enchantement qu'en réalité, il va très souvent rester sur le champ de bataille et gagner la partie tout seul, juste à cause de ce type-là. Donc après, je sais pas en duel commander à quel point ça peut être un problème, mais je peux complètement comprendre que le fait que ce soit une carte difficile à gérer, plus qu'il y a un power level plus qu'élevé, après, je doute que le côté aléatoire qui fasse que des fois c'est 1, des fois c'est 6, ça rentre vraiment en ligne de compte. On a plein de cartes qui font ça, ça n'a jamais vraiment été un problème. L'important, c'est vraiment que statistiquement, elle fait à peu près 3,5 et que déjà rien que ça, c'est déjà très puissant. Bah, est-ce que tu pourrais te projeter 30 secondes et te dire, et si cette carte était légale en brawl historique,
admettons, par exemple, Mhm. qu'est-ce que t'en dirais? Alors j'avoue que nous, étant donné qu'on joue en 25 PV, les decks à base rouge sont très très peu présents. Les drop 3 à double rouge, ça rentre vraiment dans très très peu de decks. Enfin, en réalité, même le seul qui fonctionne actuellement, ce serait Winota, et je pense que jamais de la vie on jouerait ça dedans. Quoique peut-être que je me trompe, et je me rends pas compte. En fait, il faudrait vraiment que je la teste, que je la vois tourner pour me rendre compte à quel point on pourrait la jouer. Mais après, j'ai pas l'impression que ce serait si oppressant que ça. Justement parce que nous, on a un peu plus de PV, et comme le format est un peu plus lent, on va pas se retrouver rapidement à être au pied du mur, à plus pouvoir lancer nos sorts sinon on meurt. Donc a priori, je pense que ce serait moins un problème en Brawl historique qu'en Duel Commander, justement parce que le format est un peu plus lent et que du coup, les cartes qui vont grinder tes PV vont peut-être être un peu moins impactantes. Ok, parce qu'en Duel Commander, ça se joue à 20 points de vie. Tu penses vraiment que ces 5 points de vie de plus, ça peut faire vraiment le tour décisif qui ferait que la carte serait en moyenne moins bonne? En vrai, ouais, les decks aggro, c'est terrible, mais presque tous les decks aggro, quand on les joue, on arrive très souvent à descendre l'oppo à entre, je dirais, entre 3 et 7 PV, mais alors mettre les derniers points, c'est toujours un enfer parce qu'en fait, bah, on stabilise avant. Et mine de rien, oui, c'est vraiment un ajout énorme, 5 PV. Ça peut paraître être pas grand-chose, mais en réalité, c'est énorme. C'est ce qui va faire que tu vas prendre ta Vras avant d'avoir réussi à achever l'adversaire. Et du coup, ça peut vraiment être compliqué. Enfin, en tout cas, c'est sûr, ça fait une énorme différence sur la rapidité du format. Ça, il n'y a aucun doute dessus. Ok, intéressant. Ok, J'étais en train de me dire, c'est dommage, elle avait un ambiance texte assez sympa, une illustration pas dégueu, mais à part ça. ça marche. Voilà donc pour les actualités. Rentrons maintenant dans le sujet, le hasard. Personnellement, j'associe souvent le hasard à la frustration, et je me demandais qu'est-ce qui vous frustre le plus dans Magic? Qu'on parle d'ouverture de booster jusqu'à une victoire sur un top deck en passant par un lancer de dés un peu foireux. Alors moi, j'avoue que l'aléatoire, c'est pas quelque chose qui me dérange. En fait, c'est surtout en regardant beaucoup J-Rock qui s'entraînait comment dire, pour des grosses compétitions. J-Rock, c'est Jean-Emmanuel Despraz, du coup, hein. Je dirais le meilleur joueur français actuellement. Et en fait, il disait que peu importe que tu gagnes ou que tu perdes, c'est pas grave parce que justement, comme l'aléatoire influe, faut vraiment réussir à dissocier ça de sa propre, comment dire, de son propre impact sur la game en fait. Il y a des games où tu vas prendre les bonnes décisions et la perdre, et il y a des games où tu vas prendre les mauvaises décisions et la gagner. Et c'est pas très grave, et j'avoue que moi ça me frustre pas vraiment. Les games comme ça, c'est juste parfois quand on est vraiment sur un côté très très bas de la statistique. Je parle beaucoup de statistiques, mais en fait je raisonne beaucoup comme ça. Par exemple, si tu as quelque chose où un oppo, je sais pas, a 10% de chance d'avoir un truc vraiment chanceux, et que dans un BO3 il va te le faire 2 fois de suite, bah là ça va me frustrer parce que je sais qu'en réalité bah, il y a que 1% de chance que ça arrive 2 fois de suite, et là par contre ça va m'énerver. Et après sinon globalement c'est du coup des choses qui arrivent assez rarement. J'ai vraiment pas de problème avec l'aléatoire dans Magic, j'essaie justement de dissocier les défaites qui sont de mon fait et les défaites qui sont du fait bah, des simples règles de Magic, ou des choses où on n'y peut rien. Et puis surtout, j'essaie du coup de prendre ça comme un défi de deck building. J'aime bien l'aléatoire parce qu'en fait, on peut interagir dessus dans le deck building. Les parties à Magic, elles commencent bien avant qu'on pioche notre main de départ. Et du coup, c'est aussi un défi de réussir à réduire au maximum l'impact des statistiques dans la façon dont on va construire son deck pour essayer de moins perdre à cause de ça, et du coup de plus donner part au skill en quelque sorte. Ouais, et puis de toute façon, après, Magic finalement, c'est un jeu de cartes, quoi. C'est la base même du jeu, le hasard. Donc, il n'y a pas trop à être frustré de ça, quoi. Après, c'est jamais sympa de se prendre une non-game puisque t'es mana flood, ou au contraire en mana death, et que tu passes 5 tours à piocher des cartes injouables avec une main morte, et voilà. Mais bon, ça fait partie du jeu, quoi. Après, je sais plus qui c'est qui disait ça, mais que finalement, sur des jeux de cartes comme ça, sur 10 games, tu as la partie que tu as perdue automatiquement avant même de l'avoir jouée, puisque tu auras tout simplement pas de chance, mais que pour contrebalancer, sur 10 games, tu as aussi celle qui te permet de gagner directement, puisque ton adversaire, ça sera ton adversaire qui n'aura pas cette chance, quoi, tout simplement. Oui, c'est vrai. On pense souvent à celle qu'on perd par malchance, on pense rarement à celle qu'on gagne par chance. Bah oui, oui, oui. Quand tu vois ton adversaire finalement mulligan une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, finir à trois cartes en main, et t'es là, bon, Et c'est vrai. GG, bien joué. Mais voilà, ces parties-là, on les oublie vite puisqu'on n'a pas l'impression de les avoir jouées. On est même
on ressort rien du tout, quoi. Donc voilà. C'est marrant parce que je vais faire un petit parallèle avec ça, parce que dans la vie, moi, en ce moment, je suis croupier dans un casino. Les joueurs, en général, qui sont à table, quand ils gagnent, bah, c'est grâce à eux, parce que c'est eux qui ont pris la bonne décision. Mais quand ils perdent, bah, c'est de ta faute, parce que c'est toi qui as mal distribué les cartes ou qui as mal lancé la bille. Et Forcément. Bah oui. mais c'est très humain, hein, c'est forcément très humain, je pense que... C'est un biais, parce que du coup je suis psychologue dans la vie, c'est un biais psychologique qui est bien connu, c'est tu vas donner des attributions externes à tous tes échecs et donner des attributions internes à toutes tes réussites. Et du coup, bah, à chaque fois que les gens vont réussir, vont faire un bon lancer, une bonne partie, ils vont considérer que c'est grâce à eux, parce qu'ils sont doués, parce qu'ils sont forts, parce qu'ils ont bien fait. Et bien sûr, trouver des boucs émissaires à tous les échecs qu'ils peuvent rencontrer. c'est plus facile, on va dire, c'est plus rassurant, en tout cas. Exactement. Ça évite à avoir endossé la responsabilité. Tu as déjà un petit peu anticipé ma prochaine question, Skull, mais qu'est-ce qu'on a du coup pour remédier finalement à ce hasard et essayer de vaincre les probabilités ou le destin, ou on appelle ça comme vous voulez. Euh, Moi, je sais que quand je deck build, j'utilise beaucoup un- comment dire, une loi statistique, puisque du coup, j'ai donné des cours de stats aussi, donc je suis un peu fada là-dessus. C'est des lois hyper géométriques. En gros, c'est juste du tirage sans remise. Donc, en gros, quand tu pioches des cartes, tu fais du tirage sans remise. Et en fait, avec ça, tu peux calculer, par exemple, je sais pas, tu veux avoir un truc comme 85% de chance d'avoir telle carte dans ta main de départ. Donc voilà, moi comme je joue dans un format où il y a un mulligan gratuit, je me dis ok, si j'en mets suffisamment pour qu'il y a 85% de chance d'en avoir sur les 7 premières cartes et que du coup j'ai un mulligan gratuit, ça fait que on se retrouve avec des probabilités proches de au-dessus de 95% en fait de chance d'avoir le truc qu'il te faut dans la main de départ pour pouvoir faire un départ solide, plus le commandant qui est là 100% du temps. Donc en fait, j'essaie comme ça de déjà avoir toujours un départ qui est lissé par le deck building pour ne pas me retrouver en défaut à cause de la malchance de départ. Et ensuite, bah, le reste du deck se pioche au fur et à mesure de la partie. Mais en tout cas, voilà, on peut essayer de lisser avec ça. Il y a aussi plein de cartes, notamment les tutors, les trucs comme ça. Alors du coup, quand tu fais tes stats, tu rentres les tutors dans le nombre, je sais pas, si tu te dis j'ai besoin de mettre 5 grâces dans mon deck pour en avoir toujours au moins une dans les 18 premiers tours ou je sais pas quoi, bah tu comptes les tutors aussi parmi les Vras, etc. Donc t'as plein de moyens comme ça d'essayer de réduire l'aléatoire quand tu fais du deck building, ou en tout cas de le calculer pour savoir précisément en fait ce que tu veux. Et c'est important de connaître comment ton deck a été construit au niveau statistique parce que ça te permet de pouvoir jouer dessus. Si tu sais que si tu mulliganes, tu as, je sais pas, 85% de chance de retrouver la carte qui te manque, et bah du coup tu vas tenter de faire un mulligan, alors que si tu sais, je sais pas, que tu as que 15% de chance de la trouver, bah tu vas peut-être pas le faire et tu vas dire tant pis, je vais essayer de m'en passer, quoi. Voilà, c'est... Est-ce que tu veux rebondir là-dessus Bah, là, c'est vrai que j'ai pas spécialement grand-chose à ajouter là-dessus, personnellement, puisque finalement, jouant quasiment exclusivement au Commander maintenant et très très peu dans les autres formats, bah, le Commander, c'était censé être à la base le format de la variance ultime, où bah, on est en singleton sur 100 cartes, t'es censé jamais avoir la même chose, avoir jamais les mêmes mains de départ et faire des trucs qui sont différents à chaque partie. Or, malheureusement, on va dire, avec la démocratisation du format et le fait que bah, y ait cette espèce de hive mind de la communauté dessus qui fasse que de plus en plus de gens y réfléchissent et que forcément tu as une optimisation qui se fait petit à petit de tous les decks, on a commencé à essayer justement bah, de lisser cette variance finalement en mettant plein de redondances, plein de moyens de faire d'autres choses, plein de moyens finalement, oui, de lisser cet aléatoire du mieux qu'on peut, ce qui fait que bah, maintenant, dans les decks les plus optimisés, bah, en CEDH, l'aléatoire, elle est plus si importante que ça, quoi. C'est que finalement, même avec des jeux qui sont censés être à grosse variance, on peut complètement, sur le pré-game, sur la construction du deck, faire en sorte que ça soit quasiment inexistant, quoi. Un truc qu'on retrouve souvent, c'est que les, les milieux compétitifs gâchent un peu l'expérience casuale des gens qui auraient envie d'essayer de faire un peu leur brew eux-mêmes, et en fait on se retrouve écrasé par un metagame qui est le fruit de réflexions de dizaines, de centaines de joueurs qui s'y investissent à fond, et du coup on se retrouve tout seul à pas pouvoir lutter, et ça peut mettre des fois dans une dualité où soit tu recopies mais quelque chose qui est pas à toi, qui t'intéresse pas forcément pour pouvoir faire des vrais games, soit tu te fais rouler dessus. Et c'est vrai que c'est une critique qui est faite un peu partout, où justement, bah, à chaque fois que des pros ça commence à s'intéresser à un format, on se retrouve
à avoir la diversité qui baisse, parce que très vite, le deck qui a 2% de win rate de plus que les autres va être identifié, tout le monde va Mm. se mettre à le jouer, etc., etc., quoi. Après, au niveau du commandeur, on est encore un petit peu épargné de ça, je pense, notamment par la composante multijoueur qui fait que c'est plus compliqué d'avoir un win rate plus élevé parce que bah, faut descendre trois adversaires et que du coup tu as trois fois plus de réponses que quand tu Ouais, joues un deck de en. CEDH roulera sur une table de multi comme Oui, si c'était du 1v1. alors bien sûr, là-dessus je suis d'accord, mais Mm. je parle, on va parler dans un monde idéal où les tables ont des niveaux, enfin Oui, voilà. les decks. Et d'où Mm. l'importance de l'échelle en commandeur. Oui, tout à fait. Bah, Mm. d'où l'importance de l'échelle et de l'ouverture de la communication pré-game. En tout cas, Mm. moi et nous, enfin je veux dire nous, en tout cas au Pince Crâne avec Nox, c'est quelque chose en quoi on croit énormément. Mais bon, c'est C'est pas. nécessaire, hein. Oui, Mm. c'est nécessaire, mais bon, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet du jour. Mais pour revenir juste rapidement sur le CEDH et les niveaux optimisés, on se retrouve effectivement dans des situations où je veux jouer mon deck, j'ai mon plan de jeu en tête, et du coup je vais effectivement limiter cette variance en mettant du tutor, de la redondance, parce que on a accès à toute l'histoire de Magic, du coup à plus de 25 000 cartes, et du coup dans ces 25 000 cartes, bah, il y en a bien au moins 3, 4, 5 qui ont le même effet que celle que je veux pour ma pièce de Mm. combo, pour ce genre de choses. Et donc effectivement on va lisser un petit peu ce hasard-là, on va essayer de chasser un petit peu de gratter les quelques pourcents qu'on peut pour avoir ce lissage sur le plan de jeu. Mm. Et puis tu as des mulligans qui sont aussi ultra agressifs, hein. Suffit de voir des decks Turbonos qui vont redescendre à 4-5 cartes assez facilement, simplement pour trouver leur tuteur ou leur main qui leur permettra de jouer ad nose le plus rapidement possible, quoi. Et qui marcherait très bien. C'est ça qui est fou. Oui, c'est le monde du CEDH, je pense que c'est un monde complètement à part, en tout cas pour les joueurs de Commander Clairement. classiques. Je vais mettre des petits guillemets, mais tu dis pardon? Je dis très clairement, ils sont même tenus un peu à l'écart entre eux et un peu détestés souvent des joueurs de Commander plus casual. Bah c'est un format qui est hyper intéressant. Moi, je m'y suis mis il y a pas très longtemps et bah, notamment avec Théophras aussi. Je sais Mm. on a déjà fait quelques games, on a déjà réfléchi à des. Enfin, en tout cas, moi, je réfléchis pas à des brews, mais je réfléchis à des decks que je veux monter. Et ça reste un environnement qui est hyper intéressant parce qu'on est sur du jeu très optimisé et ça dépasse un peu tout le côté casu où il se passe rien pendant deux trois tours, ce genre de truc. Voilà, c'est le CEDH, euh, putain, j'ai l'expression en anglais, je voulais dire faut être sur ses doigts de pied, mais j'arrive pas à trouver. Bah, ce sera Mm. ça. Faut être sur ses doigts de pied tout le temps. Genre, Marcher sur des œufs. ouais, Marcher sur des œufs. ouais, peut-être. Je sais pas. Mais ouais, c'est un format où faut vraiment faut être très attentif à ce qui se passe parce que ça peut dégénérer en moins d'un tour, quoi. Et c'est un format qui est hyper intéressant, mais c'est vrai qu'on s'éloigne un petit peu de tout cet aspect variance que le commandeur, en tout cas, voulait, le commandeur classique, en tout cas, voulait offrir comme expérience de jeu. Alors, qui dit hasard dit jet de dés, dit mélangeage de cartes, mais dit aussi contenu exclusif au numérique et mécanique qu'on ne pourrait pas reproduire en papier. Et oui, je pense à toi, Jumpstart Historic Horizon. Qu'est-ce que vous pensez de cette extension et notamment de la direction que prend Magic Arena avec cette extension qui propose du coup des choses qui sont techniquement irréalisables en papier ou alors qui demandent énormément de boulot. Alors, moi, ce que j'en pense, pas grand-chose, pour être tout à fait honnête, puisque je ne joue pas du tout sur Arena. Du coup, je l'ai vu de loin. Moi, ce qui m'intéresse réellement dans Magic, c'est plus l'expérience sociale. Donc, c'est vrai que jouer sur un soft qui te permet simplement de communiquer avec ton adversaire en envoyant des petites emotes, ça m'intéresse pas trop trop. Mais du faible avis que j'en ai, c'est que j'aime pas trop ce genre de mécanique. Personnellement, j'ai joué un peu à Hearthstone, puisque ça a été quand même le gros jeu de cartes du moment quand c'est sorti. Et bah, arrive un moment où les gros effets flashy, un peu hasardeux, que tu peux pas finalement reproduire à la main, bah, c'est rigolo un moment, mais finalement tu t'en lasses, puisque à force de faire des trucs hasardeux comme ça, tu perds justement ce côté gestion pré-game et gestion tout court, enfin finalement le skill que tu as en tant que joueur. Tu te dédouanes de plus en plus de tes défaites en disant
Bon, de toute façon, j'ai pas eu de chance et tu te prends aussi moins de plaisir à la victoire puisque tu peux te dire: «Bon, bah, finalement, bah, voilà, j'ai simplement eu de la chance, quoi». Ça veut rien dire. Moi, j'ai un avis complètement opposé sur ces mécaniques de Jumpstart Horizon. J'ai jubilé au moment où ils ont annoncé qu'ils allaient sortir ça. J'ai vu que ça a fait un immense tollé dans la communauté, mais alors moi, j'étais aux anges. En fait, j'attendais ça depuis des années. Je me disais quand est-ce qu'enfin, comment dire, ils vont commencer à créer des cartes digital only. Des cartes qui sortent en papier et pas sur Arena, il y en a tout le temps, tout le temps, tout le temps, mais il n'y avait jamais l'inverse. Et en fait, le soft Arena permet du coup de créer des mécaniques, d'explorer des nouvelles possibilités de design de cartes de gameplay qui seraient pas possibles à effectuer en papier. Par exemple, dès qu'il y a besoin bah ouais, de prendre quelque chose aléatoirement dans son deck, bah, c'est pas possible. Dès qu'il y a besoin de toucher à sa main, bah, on est toujours obligé en papier de faire en sorte qu'il faille révéler la main à l'adversaire pour bien vérifier qu'il a pas triché, etc. Pareil, les effets qui restent à long terme, bah, le problème c'est qu'en papier, on peut pas empiler les dés, les marqueurs, les trucs comme ça sur les cartes. Donc, j'étais vraiment super content quand ils ont sorti ça et au contraire, je trouve que le côté, aléatoire est pas si présent. En fait, ils ont mis des cartes de junk, un peu nulles, des trucs, comme ils faisaient déjà pour les événements Momir là où en fait, je sais pas, tu payes 5 et ça va générer, un drop 5 random parmi toutes les cartes de Magic qui existent. Mais vous voyez ça, en fait, jamais de la vie ça verra du jeu, de manière compétitive, jamais de la vie, tu vas te faire voler une place en tournoi par ce genre de bouse. Et par contre, à côté, il y a plein de mécaniques qui sont super intéressantes et surtout qui sont, au final, je trouve, moins aléatoires que ce qu'on pouvait déjà faire. Par exemple, la mécanique de Seek, j'ai plus le nom en français. En gros, ça fait que, par exemple, ça te dit, je sais pas, Seek une carte d'elfe dans ton deck. Ça va te prendre une carte d'elfe au pif dans ton deck, le mettre dans ta main. Au final, moi, je vois ça comme moins d'aléatoire que s'il y avait juste marqué piocher une carte. Parce que s'il y a marqué piocher une carte, au final, je sais pas s'il te reste 45 cartes dans ton deck, bah, c'est prends une carte au hasard parmi 45 et mets-la dans ta main. Alors que Seek, c'est prends une carte parmi X et mets-la dans ta main. Et au final, c'est toi, avec le deck building, qui va définir quelle sera la valeur de X. Et du coup, je trouve que ce genre de mécaniques, au contraire, sont très intéressantes au niveau de deck building, encore une fois, parce que tu peux avoir la main sur les statistiques, tu peux décider toi exactement cette mécanique si elle aura une grosse variance, une petite variance en fonction de la façon dont on va builder. Et personnellement, je suis giga fan. Il y a juste la mécanique condition offrande où j'avais un peu peur et en fait malheureusement comme la seule carte qui avait cette mécanique a été pré-ban en brawl, donc du coup bah j'ai jamais pu la tester. C'était le d'Avriel, donc au final je j'ai pas d'avis sur cette mécanique puisque jamais pu la voir fonctionner. Je sais pas à quel point c'est bien ou pas bien. En fait, je me posais simplement la question sur justement ces cartes que tu vas seek. C'est chercher dans un pool, mais si je me souviens bien, c'est chercher dans un pool de cartes que tu peux pas forcément, qui sont pas forcément inclus, que tu peux pas en fait forcément inclure dans ton deck. Par exemple, les Troubiland ou ce genre de cartes. Là, pour le coup, les Troubiland, tu te dis bon, ça va, c'est qu'un terrain, mais il y a pas des cartes comme ça qui du coup rendent le truc complètement cassé si on te donne l'opportunité de la prendre et que finalement tu aurais pas pu inclure dans ton deck de base. Ah oui, oui, ça c'est la mécanique conjurée où ça va créer la carte de nulle part, en gros, dans ton deck ou dans ta main ou dans ton cimetière. C'est vrai que celle-là, elle est un peu bizarre. En fait, il y a la plupart des cartes qui ont la mécanique conjurée conjurent un truc précis. C'est-à-dire, ça te dit précisément, ça va créer telle carte dans ta main. Donc là, il y a pas de random, mais c'est vrai qu'il y en a une, en plus, qui a été jouée en historique, je crois, qui conjurait une carte aléatoire. Et là, du coup, c'est vrai que j'étais un peu moins fan de cette mécanique. Mais pour revenir sinon à ce côté digital only, le seul truc qui me fait vraiment, vraiment peur avec ça, c'est que j'ai peur que Wizard se mette à modifier le texte des cartes. Parce que chose qu'ils ne peuvent pas faire en papier, enfin, ils le font très rarement parce qu'ils savent que c'est un bazar sans nom, les errata. Mais c'est vrai que sur Arena, bah, s'ils ont envie demain de modifier le texte d'une carte, ils pourront. Et j'avoue que c'est ce qui me fait un peu peur de dire est-ce qu'ils vont pas chercher à balancer de l'aléatoire sans trop tester les cartes parce qu'ils savent que derrière ils ont en backup la possibilité de nerfer les cartes. Ça c'est le seul truc qui me fait un peu peur et au contraire là ouais ça se rapprocherait d'Hearthstone et ça me plairait vraiment pas en l'occurrence. Bah, c'est déjà enfin, en tout cas, c'est déjà le cas sur certaines cartes. Ils ont fait des petits événements où ils faisaient ah bah Ouais ils ont testé. regardez ce qui se serait passé si on avait bossé correctement sur Oko ou sur Oui Teferi. c'est vrai. En fait, je pense que ce qui est
intéressant là-dedans, c'est que ça leur permet de tester des trucs. Je parle de Jumpstart Historic Horizon en Oui, général. c'est vrai. Et, Mais peut-être que Arena sera le punching ball du plan design ah ouais, pour voilà. ensuite sortir des trucs corrects en papier. Et Arena en général, je pense qu'effectivement, c'est un peu le play, enfin, c'est un peu le terrain pour un peu playtester des trucs, des mécaniques, etc. Et du coup, je pense que c'est une bonne chose, quelque part, d'avoir ça. Mm. On avait déjà ça avant avec, enfin, en tout cas en papier, avant, on avait ça avec les sets à bord gris. Parce qu'au final, les sets à bord gris, on aura beau dire ce qu'on voudra, mais ça leur a permis de tester des designs sur certaines mécaniques, notamment, enfin Unstable en tout cas, a apporté du test de mécanique et les test cards aussi, qui étaient dans Mystery Booster édition convention. On a retrouvé des cartes, certaines de ces cartes-là dans des sets standards en fait. Donc je pense que c'est pas une mauvaise chose que Arena, qu'ils expérimentent un petit peu sur Arena comme ça. Je pense que de manière très pragmatique, ce qu'il faut se dire, c'est que Arena devient quelque chose de complètement différent de Magic papier. En tout cas, moi, c'est comme ça que je me rassure, parce que j'aime pas du tout Magic Arena, j'aime pas l'interface. Surtout le format historique qui vraiment s'éloigne de tout ce qui existe. Arena et Magic papier sont deux choses différentes, qui leur permettent d'explorer des choses différentes, on va dire. Le fait que l'historique puisse plus jouer en papier, je trouve ça un peu bizarre. Même si je pense que de toute façon, il n'y avait pas grand monde qui jouait à historique en papier. Moi, je sais que j'avais un mec en boutique qui avait monté son deck historique en papier et qui voulait absolument jouer avec d'autres gens, mais... Enfin bref, Et tout quand ça. il a vu qu'il était tout seul, C'est pas fait pour, hein. Après, l'inverse existe aussi. Il y a plein de formats qui sont pas jouables sur Arena, qui sont jouables en papier. Oui, mais ça c'est plus par ouais, des restrictions matérielles, on va dire. technique. Ouais. C'est juste que le moderne, c'est pas possible sur Arena parce que il y a plein de cartes qui ont pas été implémentées. Mais Mhm. maintenant, historique, c'est littéralement plus possible de jouer historique en papier parce qu'il y a des cartes que tu ne peux pas jouer. Ou alors ça demande un temps monstrueux, quoi. Oui, mais donc l'historique à la base, ils avaient commencé à revenir en arrière sur les sets. Au début, on se disait tous, un jour ça va devenir le pionnier, puis ensuite ça va devenir le moderne, etc. Et puis ils ont changé de cap et ils ont dit non, non, ça deviendra autre chose qui ne sera aucun set éternel existant en papier actuellement. Oui, oui, clairement, l'historique, c'est Arena. Point. Voilà, c'est ça. Et du coup, le brawl historique aussi, bien évidemment. Et oui. Quelque chose à ajouter sur Historic Horizon? Je suis en train de chercher, mais bah, étant donné que j'ai pas du tout joué au format, après, ouais. Que le fait que ça soit un truc Jumpstart, ça rajoutait quand même un peu au hasard aussi, déjà de base, puisque finalement on a parlé de ce que ça apportait en tant que carte et en tant que mécanique de hasard, mais on n'a pas parlé du format en lui-même, qui déjà était un format un peu hasardeux. Mais Et il était atroce à jouer. C'était ouais, une ça avait purge. l'air. Et tout le monde est complètement d'accord sur ce point. C'était absolument mauvais. En fait, les cartes rares était tellement au-dessus des cartes communes et unco qu'en fait ça se joue au premier qui piochait son spoiler et qu'elle allait juste gagner la partie tout seul avec. C'était assez ridicule vraiment à jouer et pas agréable du tout. Après, je pense que Théophras parlait plutôt de l'ouverture plutôt que de vraiment le gameplay. Mais je pense que c'est Bah, ça. déjà l'ouverture, mais finalement l'ouverture donne le J'aime le gameplay. gameplay et Oui, voilà. le gameplay finalement si c'est finalement même les packs que tu ouvres, on passe plus d'importance que ça au niveau du gameplay final et que tu te dis bon bah suffit que je pioche ma rare, Oui, c'est ça. ouais c'est ça, c'est un peu dommage quoi. Bon, à la fin, j'en étais à Mulligan à 5 dans ma carte rare pour gagner quoi. Ok. Oui, donc C'était vraiment nul. l'expérience de limité était pas bonne. Moi, je sais que j'avais joué à Jumpstart le premier du nom, du coup, en papier. Et Et lui, il était mieux. le format était plus équilibré, c'était plus Ouais. intéressant. Je me souviens que c'était plus intéressant en tout cas, mais c'était pareil aussi, ça dépendait du thème que tu ouvrais. Il y avait des thèmes que tu avais juste pas du tout envie d'ouvrir Oui. Puis il y parce avait le que thème elf qui était imbattable. oui, En parce que plus d'avoir des cartes qui valaient 50 balles dedans. Mm, ouais, et puis il y avait le thème Rainbow que Oui. t'avais juste oui, pas envie d'ouvrir quoi. Le bon fixing clairement. en jumpstart. En tout cas, s'il y a bien une chose que Jumpstart a apporté qui est cool, c'est les landes. Moi, je les trouve, enfin les tap lands, je les trouve très bien parce que c'est un bon design pour du limité. En tout cas, moi, je sais Mm. que Ah ben, en brawl historique, on est vraiment joué en compétitif, hein. c'est vrai. Ok. Ah bah ouais, les decks 5 couleurs, ils ont besoin d'une carte qui peut donner 2 couleurs, dont une de ton choix. Hmm. Bah, en tout cas, moi, je Mm, sais mm, que mm. c'est
J'ai monté un cube là il y a pas longtemps et j'ai été ravi de les retrouver ces terrains parce que c'est de l'excellent fixing en fait pour pas pour des formats, bon, pour du compétitif peut-être, mais aussi pour du format, en tout cas pour du format limité. Je trouve que c'est une très bonne idée qu'ils ont eue avec ces petits terrains là. Dans tous les cas, c'est joué en popper. C'est une bonne carte. Oui, c'est Oui, c'est vrai. Si c'est joué en popper, c'est que c'est une bonne carte. Putain, on va pas parler du popper, j'ai pas envie de parler du popper. En parlant d'aléatoire, dans l'aléatoire et sur une note plus positive, j'aimerais parler un petit peu des sets à bord gris ou bord argenté, les unsets comme on les appelle, et de leur mécanique très particulière, et notamment le lancer de dés. J'en profite pour glisser que je suis très enthousiaste pour la sortie du prochain set à bord gris Infinity en mars. Est-ce que vous avez eu l'occasion de faire du limité à bord gris ou juste de jouer avec ces cartes-là et votre expérience par rapport à ça? Qu'est-ce que vous pensez de ces produits-là? Alors, c'est là où ça va être très très drôle, puisque je crois qu'aucun de nous deux n'a jamais joué Ah merde! avec ces cartes-là. je confirme. Donc voilà, non, après, Formidable! moi voilà, j'ai suivi ça de loin, puisque malheureusement je me suis mis à Magic, comme je disais au début, que récemment, du coup j'ai pas pu voir, mais finalement le lancer de dés, bah, j'aime bien, c'est intéressant. Finalement, c'est une mécanique qu'ils ont un peu testée là-dessus, qu'on a retrouvé dans le set D&D, hein, le lancer de dés d'une certaine manière. Même si c'était pas vraiment les mêmes payoffs et que là, le lancer de dés de D&D, c'est plus pour déterminer un résultat que le résultat de ton dé te donnait, par exemple, un nombre de points de vie, un nombre de faire plus un ou je ne sais quoi. Mais, euh, mais voilà, je sais pas trop quoi dire de plus. C'est moi qui ai chié dans la colle, j'aurais dû vous demander avant. Non, non, bah après, peut-être deux, trois trucs à dire aussi quand même. Oui, du coup, bah, j'y ai malheureusement pas joué non plus parce que bah, j'étais pas forcément client de ce produit-là, mais j'avais regardé les spoilers et c'est vrai qu'il y avait un truc qui m'avait un peu tiqué, c'est que on a l'impression que il y a des cartes où vraiment ils testent des choses, où on sent que la carte a quand même un design assez sérieux, où ils ont essayé de faire un truc un peu équilibré avec des petites tentatives, des petites prises de risques dans le design, noyées, des cartes comme ça, un peu noyées au milieu de cartes qui font tout et n'importe quoi. Donc c'est vrai que ça m'étonnerait pas que ce soit aussi pour eux un moyen de tester, de mettre ces cartes voilà, sur le marché, de voir un peu comment ça marche, comment ça joue. Justement où ils n'ont pas le risque que ça puisse dégénérer sur des tournois ou l'équilibre des autres formats. Et ça peut aussi être voilà, une espèce de boîte à idées géante, ce genre de set. Et il y a des trucs honnêtement qui sont intéressants et ça m'étonnerait pas de les voir apparaître. Il y a une mécanique que j'avais trouvée vraiment bien et je pense qu'elle pourrait presque avoir sa place dans le construit. C'est le Last Strike. En gros, c'est comme l'initiative, sauf que ça fait que tu tapes après. Tu vois, ça pourrait être des cartes super intéressantes où au final, tu as la carte qui a un effet vraiment push, mais qui a du coup cette espèce de malus d'infliger ses blessures après, ou tu vois, plein de trucs un peu comme ça. Et honnêtement, ouais, ça semble vraiment une espèce de boîte à idées, une boîte à idées géante de ce qui peut passer par la tête des designers de Wizard, et ça leur permet aussi de se lâcher et éventuellement de pouvoir prendre ça comme un peu des notes pour plus tard. Et on l'a vu avec Donjons et Dragons, même si en l'occurrence, je pense plus que c'est pour le flavor du jeu de rôle Donjons et Dragons qui se joue beaucoup avec des dés. Je pense pas qu'ils avaient anticipé ça depuis les Set Unstable, mais en tout cas, voilà, ils ont vu que ça peut donner des trucs intéressants et à mon avis, ils ont essayé de le reproduire comme ça, quoi. Ça roule. Je mettrai à l'écran une carte que j'ai en tête c'était en gros c'était un éphémère qui coûtait 3 et qui mettait 4 à une bête et le sort a le trample. Ah oui, Et du Mm. coup on a eu cette carte en fait, ça existait après, ouais. on a eu cette carte dans un set standard en fait qui avait pas le trample mais qui faisait littéralement ça. Ouais, qui disait que les surplus étaient collés aux joueurs. C'est ça. C'est bien qu'on parle de D&D parce que je voulais aborder ce sujet-là aussi. Moi personnellement, j'ai D&D, je n'y ai joué que pendant les avant-premières et les formats limités. Et bah franchement, moi moi, le jet de dés, ça me fait chier. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais moi personnellement, je sais que j'ai perdu des games de limité à cause d'un jet de dés du coup bah j'ai perdu quoi. Et je trouve que ça n'apporte pas grand-chose à l'expérience de jeu, si ce n'est en tout cas de la frustration ou de la joie immense parce que tu as réussi à faire 20 quoi. Mais j'ai trouvé que c'était quelque chose qui
Personnellement, moi, m'a emmerdé. On a déjà assez de hasard avec, on en a parlé, hein, mais on a déjà assez de hasard comme ça avec la pioche de cartes, avec le mélange, avec l'ouverture aussi en limité ou avec le draft, pour en plus rajouter ça, et je trouve que ça n'apporte rien à l'expérience de jeu. Bah, personnellement, quand je disais que ça fait longtemps que j'ai pas joué à Magic, je crois que j'ai pas du tout touché à D&D non plus. Donc l'expérience de limité, je peux pas en dire grand-chose, mais bah, c'est vrai qu'au final, c'est mécanique de lancer de dés, ce genre de choses. Sur le terme d'une partie, ça apporte rien du tout. Enfin, à part ce petit frisson que tu as toi-même de te dire, ah bah, vas-y, là, je prends un risque, peut-être que je vais gagner, peut-être que je ne vais pas gagner, attention, mais c'est au final des trucs qui sont très égoïstes. C'est pour toi, c'est toi qui le vis, et c'est toi qui peut-être a cette montée d'adrénaline là ou pas, puisque bon, on reste sur une game de Magic, on n'est pas non plus en train de jouer, je sais pas quoi sur un coup de poker, mais voilà quoi, c'est ouais. Je peux comprendre la frustration que ça apporte, et même si pour autant c'est des mécaniques que j'aime bien voir de temps en temps, puisque bah, ça reste rigolo. C'est le côté un peu joueur qui, sur le coup, de dire bah voilà, je mise tout sur un jet de dés, ça passe tant mieux, ça casse tant pis, quoi. Mais voilà. Et du coup, moi, mon expérience pour Donjons et Dragons, c'est vraiment que toutes ces cartes-là, avec des jets de dés, des machins comme ça, elles ont très rapidement tout été mis à la poubelle. C'est-à-dire, je crois que même en standard, qui est censé être du coup le format le plus permissif, on va dire, en termes de cartes jouables en construit, il me semble pas qu'il y ait la moindre carte qui utilise une mécanique de lancer de dés qui est vue du jeu, même dans des decks post-rotation, avec du coup un standard très, très restreint qui est censé être très permissif en termes de power level de cartes. Et honnêtement, le play design a vraiment fait en sorte que ce genre de cartes-là n'interagissent pas du tout avec le milieu compétitif de Magic. J'ai vraiment l'impression que ça a été un set casual en fait qui a été fait en sorte pour que les cartes soient pas trop vues dans le gameplay et que ce soit juste pour éventuellement ramener un peu la fanbase de Donjons et Dragons. Mais vraiment, enfin, personnellement, toutes celles que j'ai essayées, j'en ai été instantanément déçu. Il existe presque systématiquement des alternatives qui font, comment dire, statistiquement mieux par rapport au lancer de dés, c'est-à-dire qu'ils font mieux que le résultat moyen que tu pourras avoir en lançant ton dé. Et du coup, ça a relayé au second plan toutes ces cartes. J'ai vraiment l'impression que le play design a fait en sorte qu'elles ne soient pas jouables. Du coup, il y en a aucune qui est jouée ou jouable en brawl ou en brawl historique. Non, vraiment, même en brawl standard, il y a peut-être aussi une éventuellement, je crois que je sais plus son nom, Delina, une carte rouge qui fait que quand elle attaque, en fait, elle copie une créature légendaire. Donc, bon, si tu vois, ça peut retrigger des Muxus, par exemple, des trucs comme ça. Et quand tu lances un dé, si tu fais plus de 15, je crois, tu relances le dé, en gros, pour recopier la créature. Et bref, tant que tu fais 15, tu peux continuer. Donc voilà, en gros, parce qu'il y a un effet consistant de copier une créature qui est pas dégueu, et sur un malentendu, tu peux la copier 2 fois, et du coup, c'est bien, mais ça reste très fatigué, ça voit du jeu à peine en brawl standard, mais en tout cas ça dépasse pas ce format. Enfin, j'ai vu des gens la tester en brawl historique, mais j'en suis vraiment pas convaincu, quoi. Alors, j'ai vu qu'il y avait un petit combo assez junky avec elle, où si tu la jouais elle, avec le petit dragon qui dit que tu lances 2 dés et tu choisis le résultat que tu veux avec, potentiellement, là tu peux arriver dans une situation où tu fais des petits dragons à l'infini, Ouais, après, même et mathématiquement, quand tu calcules, la probabilité d'arriver sur une situation où genre t'as 99% de chance de recopier le dragon pour le faire à l'infini, genre t'es déjà sur des stats qui sont quasiment de 20%, donc le combo en gros va foirer 4 fois sur 5 de base. Enfin, ouais, c'est voilà, du junk, hein, mais. c'est du junk, mais voilà, c'est le genre de mécanique qui effectivement est très bien pour du kitchen table finalement, où tu fais ton truc en essayant, en disant, hey, regardez, j'ai un deck rigolo, quoi. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que C'est pour des une mécaniques expérience, pour les joueurs casu, quoi. mm, c'est ça, mais c'est vrai que pour une expérience même de limité où tu as un peu compétitive finalement, puisque ouais, le limité ça reste un format compétitif aussi. Dans l'optique de gagner, c'est vrai que c'est des mécaniques qui sont pas très très intéressantes de toute façon. Tu veux pas, quand tu veux gagner, tu veux être sûr de ce que tu fais, tu veux pas te reposer sur ta chance, quoi. Ou Donc la seule alors, fois où j'ai vraiment joué dans un deck, une carte avec lancer de dés, j'ai fait un lancer 20, lancer critique, et ça m'a fait gagner instantanément la partie. Je me suis dit, bon,
C'est très triste pour nos adversaires quand même. Ouais, ça génère quand même beaucoup plus de frustration qu'autre chose, je trouve, mais bon. Ah oui, oui, Mm. j'imagine que Lopo a bien dû manger du sel après ça. Je vous propose de changer complètement de sujet et partir de l'autre côté du hasard, la partie irrationnelle, que j'ai nommée les superstitions. Est-ce que vous êtes superstitieux en général ou dans Magic en particulier? Et où est-ce que vous avez des expériences marrantes à partager sur ce sujet? Bah, personnellement, je suis pas superstitieux. Il y a pas, enfin, ça me passe un peu au-dessus de la tête. Le hasard, c'est quelque chose que tu ne contrôles pas, donc essayer de le contrôler avec des gris-gris ou de la magie ou même des actions, ça n'a pas grand intérêt, quoi. Mais bon, après, je sais que la personne qui m'a appris à jouer à Magic, land-stackait toujours son deck, mais du coup, après, le mélangeait assez pour que ça devienne aléatoire. Mais pour autant, à chaque fois qu'il finissait une partie, il remettait toujours un terrain de carte active, un terrain de carte active, un terrain de carte active, et remélangeait toujours. Il était dans sa tête, il était là. Comme ça, au moins, mes terrains, ils sont bien, quoi. Je suis sûr qu'ils sont pas stackés, alors qu'au final, comme il a remélangé assez de fois, bah, ça voulait absolument rien dire, quoi. Mais c'était sa petite superstition que je trouvais marrante à l'époque. Voilà. Sinon, j'ai aussi la fameuse superstition du père sa père. Quand tu joues à pile ou face en Magic et que du coup tu lances un dé, bah, ça perd forcément. Mais père jamais ne perd. Perd sa perd. Sauf que justement, perd sa perd, j'ai fait une partie jeu, j'ai un petit deck Cocon Thundersplut que j'aime bien jouer de temps en temps, et à une partie où j'ai dit perd sa perd. Et j'ai dit perd sa perd. Mais je l'ai dit 14 fois perd sa perd. Bah, ça a toujours sorti des pairs. Même avec le pouce de crack, j'ai perdu 14 fois d'affilée en disant perd sa paire. Toujours des doubles paires, toujours la pire partie du deck que j'ai fait. Après ça, j'ai rangé pendant 6 mois avant de le ressortir. C'est franchement la déception. Et bah, à la fois, tu passes une mauvaise game parce que tu fais rien, mais à la fois, c'est des grands moments puisque tout le monde est ultra concentré sur ce que tu fais. Dès que tu lances un dé, tout le monde est là. Va-t-il le faire? Va-t-il encore défier les stats? Et oui, oui, ça continue. Du coup, finalement, tu te marres bien. Parce que tout à l'heure, tu parlais du mec qui stackait son deck. C'est marrant parce que au début, j'étais en train de me dire, non, moi, franchement, j'ai pas de superstition. Je fais, enfin, tu vois, vraiment en mode scientifique, les probabilités, voilà, c'est comme si c'est comme ça. Et en fait, c'est vrai que je viens de repenser que effectivement, je faisais ça aussi de stacker mes terrains et ensuite de remélanger bien derrière, justement en me disant, je fais une répartition égale dans mon deck, comme ça. Ensuite, quand je mélange, je suis sûr qu'au moins je pars d'un truc qui est lisse et j'ai pas la peur de me dire si j'ai pas assez mélangé, peut-être que ce sera toujours stacké. En fait, c'était juste parce que sinon, je m'arrêtais jamais de mélanger. Si je collais tous mes terrains ensemble et que je les mettais dans le deck, en fait, j'avais envie de shuffle mon deck 28 fois pour me dire ah, peut-être que c'est pas encore assez. Donc, c'était plus pour. Ouais, je stackais les terrains et ensuite je remélangeais beaucoup juste pour, dans ma tête, me dire au moins, c'est pas parce que j'ai mal mélangé que du coup, je ferai des foules, des deaths ou des trucs comme ça, quoi. Et sinon, il y a une autre superstition souvent que j'essaie de me retirer de la tête, mais c'est vrai qu'on a du mal, ça fait partie des biais cognitifs qu'on a. C'est quand, par exemple, tu as quelque chose qui a une chance sur deux d'arriver, et, euh, et deux fois de suite, ça va t'arriver le même côté. Je sais pas, par exemple, tu joues à pile ou face, tu tombes deux fois sur pile. Dans ta tête, tu es convaincu que la fois d'après, tu as plus de chances de faire face. Alors qu'en fait, tu as toujours 50% de chance, mais on a du mal en fait à se dire que ça peut toujours retomber autant de fois sur pile. Que par exemple, la probabilité de faire pile, 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 pile est la même que faire pile face, pile face, pile face, pile face, quoi. Mais bon, après, ça, c'est voilà, des superstitions qu'on a, plus des biais cognitifs presque. Mais qui Bah, peuvent parfois mener à des mauvaises décisions, quoi. ouais, on a tous tendance à se reposer un peu sur la loi des grands nombres en se disant ouais, C'est ça, que ça va se lisser avec le temps et que du coup, bah, si on est d'un côté de la statistique, ça va forcément nous ramener de l'autre côté. Bah oui, il y a un Mais non. moment, la chance revient, la roue tourne. Bah c'est... Oui, mais pas forcément le lancer d'après. Non mais en fait, c'est ça qui est très amusant, c'est au casino, les joueurs sont extrêmement superstitieux. Au blackjack en tout cas, notamment, c'est souvent des cycles, mais c'est marrant parce que c'est même moi en tant que croupier, je le remarque. C'est des cycles. C'est des cycles où bah, pendant une dizaine de mains, je vais payer les joueurs, et puis après, pendant une dizaine de mains, je vais plus du tout payer les joueurs, ou alors genre un ou deux joueurs, quelque chose comme ça. Mais ça va être vraiment des cycles où la table va majoritairement perdre, ou la table va majoritairement gagner. Et c'est très étrange. Et à la roulette notamment, j'ai une anecdote
qui est marrante, qui est assez rigolote, mais j'en ai une qui est assez triste. J'avais un joueur qui, euh, qui jouait uniquement sur les champs simples. Donc en gros, à la roulette, il jouait rouge ou noir. Donc Mm. techniquement, il y a 49, je sais plus combien de chances que ça soit rouge ou 49, je sais plus combien que ce soit noir parce qu'il y a le zéro qui est là pour baiser un petit peu le joueur. Et j'ai fait plus d'une dizaine de fois de suite noir. Donc voilà, lui il était là, il jouait et il ne voulait pas jouer noir parce que j'étais en train de faire une série de noirs et du coup bah le prochain coup forcément j'allais faire rouge et au bout de la cinquième, la sixième, la septième, la huitième, la neuvième, la dixième, il a continué de jouer ce qu'on appelle jouer contre le croupier, c'est-à-dire de pas suivre le croupier et il a perdu une somme monumentale et c'était triste mais des fois en fait en fait c'est ça qui est rigolo je trouve avec les statistiques et avec les probabilités c'est que des fois on a des cas qui sont foutrement improbables mais qui peuvent quand même arriver dans tous les cas. Et de la même manière, il y a une fois où j'ai fait un triplé. C'est-à-dire que j'ai fait 3 fois le même numéro et un joueur avait joué le même numéro, il n'avait pas bougé ses jetons et du coup il a gagné 3 fois et il a gagné plus, je saurais plus dire exactement, mais il avait gagné plus de 1400 balles par coup à chaque fois. Et c'est ça que je trouve rigolo dans le côté un petit peu hasard. Et c'est la même chose dans Magic aussi, c'est qu'il y a des fois juste on arrive à défier complètement les probabilités. Euh, je joue un deck en moderne qui s'appelle Seismic Swans et qui joue 42 terrains. La combo est basée sur assaut sismique et signe de Brinargol. Je mettrai les cartes à l'écran pour ceux que ça intéresse. Mais en gros, l'idée c'est de défausser des terrains pour mettre 2 blessures au signe pour repiocher 2 cartes. Et l'idée c'est à chaque fois de piocher 2 terrains. Et j'ai fait des parties avec ce deck là, c'est pareil, j'ai fait des parties mais qui ne ressemblaient à rien du tout. Il y a des fois des parties où je ne faisais que piocher des cartes actives et du coup je ne pouvais pas lancer ma combo parce que j'avais pas de cartes, j'avais pas de terrain en main. Enfin bref, tout ça pour dire que je sais plus où je voulais en venir. Je sais, c'est pas grave. Tout ça pour Du dire coup, que on est superstitieux sur les stats. oui, c'est ça en fait. C'est ça qui est rigolo, c'est que je pense qu'il y a ce côté. Je suis quelqu'un d'aussi très pragmatique et très cartésien au niveau des statistiques et des probabilités. Et tu sais très bien que bah, quand tu vas piocher une carte, ça peut être n'importe quelle carte en fait. Bon, t'as vu toutes celles qui sont passées avant, mais ça peut être n'importe quelle carte. Mais t'as toujours cette superstition de te dire, putain, ça fait 4 tours que j'ai pas pioché de terrain, j'ai raté mon land, j'ai raté tous mes land drops. Ah, il va arriver. Il va arriver. Bah Et puis du oui, coup, tu tapotes un petit peu le deck, ou tu demandes à quelqu'un en dehors de la partie de regarder le dessus de ton deck, ou des trucs dans le genre, ou tu souffles ton deck, tu souffles sur ton deck, ou des trucs dans le genre. Et c'est ça. Les gens qui tapent 2 fois sur le haut de leur deck en mode toc toc, j'appelle la carte, quoi. c'est ça. Elle va venir. On appelle la carte. C'est qu'en Bah, stream, on c'est aime bien mettre des petits suspens quand on a un top deck gagnant. Parmi, je sais pas, t'as une carte en x4 dans le deck, c'est que si tu la pioches, t'as instantanément gagné, sinon t'as perdu. Et tu sais, on met un petit stop à l'upkeep pour que le jeu s'arrête juste avant la pioche. Et puis tu sais, tu mets un petit suspense comme ça, tu regardes ton deck et tout, et tu laisses mariner les gens avant de piocher ta carte et de voir qu'à chaque fois tu la pioches pas et t'as perdu du coup. Je t'ai vu jouer, j'ai regardé la deck tech sur First Void Cascade. C'est un deck bien con mais qui fonctionne, c'est ça qui est terrible. Ouais, mais c'est ça que je trouve rigolo en fait, c'est que des fois dans ta logique de building, tu vas monter un truc qui est improbable, qui défie complètement les probabilités en termes de jeu classique, mais ça marche. Ouais. Mais c'est Bon, après, juste, c'est vraiment parce que les gens n'interagissent pas. oui, après, C'est vrai. oui, c'est sûr qu'après, il y a ça aussi qui rentre en compte. Ouais, Est-ce que, sinon, moi j'aime bien aussi les petites superstitions des joueurs pro. Par exemple, Nassif et son chapeau jaune. Jaune, hein, bien entendu, pas rouge. Bah, je trouve ça rigolo. Enfin, ça fait finalement la superstition, ça rentre un peu aussi dans le caractère des gens et leur personnage. Et être superstitieux sur des petits trucs, se donner des petits gimmicks, c'est rigolo aussi, finalement, si on ne le prend pas trop au sérieux. Ça peut être aussi avoir un vrai côté rassurant qui peut diminuer le stress et faire que tu joues mieux derrière. Recréer un truc habituel que tu connais bien, qui est familier à emmener avec toi dans un truc qui est stressant, tu vois, ça peut aussi aider, mais genre vraiment quoi. Finalement, le côté porte-bonheur qui est... Et qui du coup, bah, ouais, va vraiment te faire plus gagner. Mm, mm. c'est terrifiant comme t'es rassurant avec la double casquette statisticien-psychologue. Euh, le mot de la fin pour conclure. Ne soyez pas résultat oriented. Ne vous dites pas que c'est parce qu'une fois vous avez fait un choix complètement pété qui vous a fait gagner que du coup il va falloir le refaire et que ça vous refera gagner parce que la dernière fois ça a fonctionné.
Et la même chose, si vous avez un bon choix qui vous a fait perdre, n'hésitez pas à le refaire quand même si vous pensez que c'est la bonne décision. C'est une belle conclusion. Oui, tu veux dire quelque Mm. chose de plus? Ouais, moi je dirais que si un jour vous devez prendre une décision importante, jouez-la à pile ou face. Comme ça, si vous n'êtes pas content avec le résultat de pile ou face, vous savez qu'au final, vous devriez prendre l'autre choix. Voilà. Donc au final, essayez de faire du hasard pour vous détacher du hasard, ça peut être bien aussi. C'est pas mal. Je me rends compte qu'il y a un truc qu'on a. Ouais, c'est une phrase que je sors souvent et que j'aime beaucoup. Better lucky than good. Vaut mieux, à Magic, dans tous les cas, vaut mieux avoir la chance qu'être bon. C'est Clairement. vrai. Ce sera, ce C'est sera- vrai. ce sera ma conclusion. Et nous arrivons à la fin de l'émission, et comme le veut la tradition, c'est le moment où vous pouvez partager avec les auditeurs une œuvre qui vous a marqué dernièrement. Ça peut être un film, une série, un plat, un jeu vidéo, une performance de rue. Voilà, j'ai un Euh, putain de D'accord. blocage. Une performance de rue. C'est le moment du Bah, partage. Je vous c'est en le moment prie, du partage. je vous en prie, Alors, monsieur. on est obligé de s'arrêter à une seule chose, ou on peut partager des trucs pendant 1 heure, histoire moi, je vais partager ma découverte musicale de ce matin, qui n'est d'autre que Gargantua, avec deux petits points sur un DA, à vous de trouver lequel, qui est en fait un groupe de musique qui est un peu. Qu'est-ce que ça donnerait si Salut c'est cool était un groupe dans l'univers du black metal? Du coup, ça donne un mélange assez détonnant d'une espèce d'électro-pop avec une imagerie tournée vers le noir et blanc, les maquillages un peu dark et des textes tels que Satan, je t'aime, je pense à toi, ce genre de choses. Et ils ont des titres absolument magnifiques tels que Je vais faire la mort avec toi ou encore Mohamed, je t'aime ou Rends l'argent. C'est absolument génial, je conseille vivement d'écouter ça. D'accord. Pardon, C'est tellement improbable. je sais pas quoi dire. C'est génial, non mais il y a rien à dire. Des Ok. fois, il faut simplement écouter, se faire sa propre idée de ce que ça donne et voilà. Ah, juste pour information pour les, pour les auditeurs, Théophrases est un fan inconditionnel de Jul. On terminera là-dessus. Yes! Je serais pas ravi de vous parler des gros bras de Jean-Claude Van Damme ou de la bande organisée. Il n'y a pas de souci. Je t'en prie, Skull. J'ai pas trop d'idées. Si, il y a pas longtemps, je me suis mis à TikTok. Et comme à peu près tous les plus de 25 ans, je pensais que c'était vraiment une pile de caca, ce réseau. Et en fait, j'ai été méga surpris parce que c'est vraiment un réseau qui est giga sous-coté. Je tiens vraiment à le dire à tous ceux qui n'ont pas essayé, qui ont un a priori de merde dessus, comme on avait tous à la base. En fait, il y a un espèce d'algorithme chelou qui fait que s'il détecte que tu es un homme, donc bon, a priori, on est joueur de Magic comme 3 quarts, on est des gars, donc on va tous avoir en fait des espèces de nanas de 15 ans qui se dandinent pour rien, donc ça, c'est de la merde. Et en fait, quand tu appuies sur pas intéresser, eh ben, ça te dégage tout ça et tu te mets à avoir un contenu, mais qui est absolument incroyable, des vidéos extrêmement intéressantes, des trucs super drôles. Et en fait, vraiment, c'est le réseau où les 2 premières semaines sont absolument terribles dessus, et après, ça devient incroyable. Donc si vous n'avez pas testé TikTok parce que vous pensez que c'est de la merde et qu'il y a que des enfants dessus, eh ben, je vous conseille de vous y mettre, d'appuyer sur pas intéressé sur tout ce qui paraît pourri que vous auriez au début. Et ensuite, ça devient vraiment le truc le plus incroyable du monde. Et du coup, depuis que j'ai ça, voilà, je deviens très improductif et j'y passe des heures chaque jour. Et voilà, mais en tout cas, je n'ai aucun regret. Et je vous conseille de faire pareil. Très bien, ça marche. Je pensais pas que j'aurais. Je pensais Je pas que savais j'aurais. pas quoi dire, tu m'as pris au dépourvu, ok? Non, en fait, c'est marrant parce que c'est pas la première fois que j'entends ça. C'est Mike Maker qui nous en parlait, qui disait que depuis il a que des vidéos de chats et ça lui convient très bien. Ah. Moi, j'ai mis pas intéressé au chat. Ça marche. Pour ma part, j'aimerais vous partager un jeu vidéo, parce que moi je joue beaucoup aux jeux vidéo, qui est The Forgotten City. À la base, c'était un mode de Skyrim qu'ils ont complètement retravaillé C'est un jeu en gros où vous arrivez dans une cité, vous savez pas trop comment vous êtes arrivé là, et vous allez revivre la même journée en boucle, un peu comme le jour de la marmotte. Et l'idée, ça va être d'essayer de sortir de cette boucle.
J'en parle pas trop parce que c'est un jeu qui se vit plutôt que qui se raconte vraiment. Je mettrai le lien dans la description comme d'habitude. The Forgotten City. Bon bah merci à vous les gars et puis bah à bientôt j'espère en tout cas. Ah, merci pour Euh, l'invitation. Et puis en tout cas, c'était très cool. J'ai passé vraiment un bon moment. yes, c'était très très sympa. Donc, au plaisir, encore une fois, et au plaisir de revenir si jamais on est réinvité. De même. Et merci à vous d'être resté avec nous jusqu'au bout. N'oubliez pas, si cet épisode vous a plu, de liker et de partager sur YouTube, Facebook et Twitter. De même si vous avez des questions ou des suggestions. En attendant, je vous souhaite plein de bons top decks et pas trop de maladesse. C'était le Pince Crâne. Bisous. Voilà, donc ça c'est bien, ça sera le mot de la fin. Je vais couper l'enregistrement. Ah, sauf si vous voulez rajouter quelque chose très rapidement, mais sinon je... Très rapidement. Merci.